Vous avez déjà commencé à détruire, hein? C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophyte, forêt sèche là, des formes de botanique très très fortes comme on dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Faniwa avec vous pour un semaine et puis la Sopama. Donc aujourd'hui, je présente l'émission avec un potomitan de la Sopama, donc Pascal Tourbillon. Pascal Tourbillon, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content de l'épisode, je suis content encore plus les manies à côté Faniwa et puis tout auditeur, tout téléspectateur de Zouk TV. Merci aussi à Zouk TV qui a permis nous de présenter en semaine et puis la Sopama. Merci. Et je remercie toutes les personnes justement que nous rencontrons sur les sites, autrement même dans les transports en commun et tout. Je remercie toutes ces personnes-là qui nous encouragent justement à continuer cette émission-là, puisqu'ils disent qu'effectivement qu'ils apprennent beaucoup de choses, qu'il y a des trucs qu'ils pensaient être normal autour de chez eux et qui finalement, lorsqu'on fait des émissions comme ça sur Zouk TV, eh bien, en final, ils se rendent compte que non, ce qui se passe près de chez eux, ce n'est pas normal. Donc, ils nous remercient et puis on voit effectivement qu'ils viennent le lundi soir à Place d'Armes au Lamentin, au siège de l'association, pour, lorsqu'ils ont vu soit sur Facebook avec Rosalie Gachette ou soit encore sur Zouk TV, eh bien, ils viennent exposer la situation qui se passe. Autrement, ils nous envoient des messages, ils nous envoient des photos. Donc, vous pouvez faire de même, être un veilleur écologique, c'est-à-dire regardez, faites une photo, vous voyez que c'est bizarre, c'est mystique, la Sopamar avait dit, la présidente avait dit sur Facebook. Bon, ben, je vais faire la photo, j'envoie sur MSN ou par email à sopamar@orange.fr. Et puis, juste une photo, c'est bon. Et puis, le lieu où vous l'avez fait. Et puis après, on verra ce qu'il en est. Voilà. Donc, on reçoit, chaque mois, on fait un conseil d'administration. Donc, c'est le premier lundi du mois où on ne reçoit pas d'invités. Et puis, les autres lundis, on peut vous recevoir à partir de 18h, 18h30. 18h30. À partir de 18h30. Donc, voilà. Et justement, Pascal, qu'est-ce que tu peux dire justement sur le fait que de plus en plus, tu as pu remarquer, je crois que de plus en plus, le volume d'invités est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus important. Oui. Selon toi, c'est dû à quoi en fait? Effectivement, c'est qu'il y a une montée de la sensibilisation écologique dans le pays. Ça, c'est un bagage. Avant, on était là, on fait des affaires, c'est comme ça. Mais maintenant, on prend conscience que de plus en plus, nous avons à protéger notre environnement. Nous avons à protéger notre patrimoine. Nous avons à protéger nos terres parce que c'est en danger parce qu'il y a atteinte à la nature par des pollutions, par du gaspillage, mais c'est pas atteinte par des prédateurs et même des prédateurs humains qui prennent. Et donc ça veut dire que les gens prennent conscience de la force du travail de la Sopamar, la véracité. Et puis ensuite, il faut dire que nous avons une commission juridique qui fait une commission juridique, mais aussi surtout une commission de communication qui est de plus en plus efficace, notamment avec Faniwa, mais aussi avec la présidente. Mais tout ce monde-là, on les voit, on les entend. Et puis le travail que fait présidente et que fait notre présidente Rosalie Gachette est un travail extraordinaire et que tout le monde salue. Merci en pile. Merci pour ça, à chaque fois que je dis nous, ça c'est un encouragement nous. Mais nous savons aussi que c'est des veilleurs écologiques parce que jusqu'à ça qui passe en terrain, jusqu'à assurer le terrain, jusqu'à alerter nous. Et moi, aussi, il faut que je sache que je peux venir et puis la Sopamar porter plus fort encore parce que nous pouvons baser le travail parce que ce n'est pas le travail qui marche dans la Sopamar, je sais ça. Et nous pouvons trouver un travail de plus en plus efficace, encore plus efficace que ce qu'on fait. Et on remercie justement la présence de nouveaux adhérents qui ont décidé de se former à la commission juridique et qui ont reçu un cours pas plus tard qu'hier. Donc, et ils sont très assidus. Donc, on remercie justement les nouveaux adhérents.
qui sont vraiment, ils sont déjà passionnés, hein. Oui, Ils sont oui, déjà en train d'étudier, puis ils sont sur le terrain, ils lisent les dossiers qui ont 200 pages, 100 pages, et voilà, pour être vraiment au point pour le combat. Oui. Donc, bienvenue pour les nouveaux adhérents, Ah, mais nous, les ça- adhérents aussi qui payent juste la cotisation parce qu'ils sont aussi en France ou partout dans le monde, ou encore en Martinique aussi, parce que même l'adhésion seulement, payer l'adhésion, c'est un grain, en fait c'est une goutte d'eau du colibri. Voilà, c'est apporter sa part de contribution. Oui. Donc Tout c'est ça très de bien l'autre aussi. côté, c'est un bon bagage pour nous. C'est goutte de c'est grain de riz principal. Mais pas peur, pas dire moi pas ça fait, moi pas au courant. Mais venez, ou quand venir, ou quand porter ça au pays, et puis ça au y a, et puis nous peut à faire aider ou encore pour dire que si vous fait comme ça, vous pouvez faire ça pour jouer mieux. Mais ça vous la faire ça bon, faut pas C'est nous ça. payer, faut pas Chaque- nous payer, faut pas faire. Ouais. Pas nous voir ça ou ça. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler donc, en Simène et puis la Sopama. Donc, cette semaine, la semaine dernière, alors on était sur le site de Cœur Bouliki par rapport au forage et la vie publique qui est demandée. Donc, c'est du 15 avril au 15 mai. Et nous sommes allés aussi le 10 avril, nous sommes rendus sur le site, sur un chantier qui se trouve à Morne-Calebasse, à Fort-de-France. Sinon, nous avons aussi la Fière Pinto qui arrive le 23 avril, donc on va parler un petit peu de la Fière Pinto. Et nous avons aussi le procès d'Edwin qui est ce 19 avril. Donc voilà, donc on va commencer déjà, et on va aussi voir aussi un peu ce qui se passe pour Monsieur Lipon Mano qui se trouve à Saint-Joseph et qui va peut-être vivre une expulsion. Il est dans une décision d'expulsion. On va vous expliquer ça dans un petit moment. Donc, on va parler d'abord du chantier qui se trouve à Morne-Calebasse. Donc, lorsque vous arrivez sur Fort-de-France, vous prenez la rocade en direction de la station essence qui se trouve sur la main droite. Mais vous verrez qu'il y a des travaux qui se font juste en contrebas, derrière les 4x3. Là, donc, nous voyons une image. Derrière les panneaux publicitaires 4x3, et donc il y a des travaux. Donc nous voyons sur l'image que nous avons devant nos yeux des bâtiments qui sont tout en haut. Et ils ont défriché le terrain en contrebas de ces bâtiments-là. Et lorsque vous allez sur la route de ces bâtiments-là, vous verrez que tout le bitume, il est déjà fissuré, je ne sais pas depuis quand, mais le bitume est déjà fissuré, donc on voit que déjà tout ça est déjà assez fragile. Donc nous avions une dame qui nous avait déjà prévenu depuis les années 2018, 2020, je ne sais pas, tu ne te rappelles pas Pascal, parce que moi Depuis 2018. Depuis 2018, voilà, qui est une riveraine et qui s'inquiétait de ce projet. Donc elle avait veilleur écologique. Elle avait interpellé la Sopama. Donc, est-ce que tu peux expliquer justement c'était quoi son inquiétude? Oui, nous intervenons là depuis là et nous te dit, mais il était bien en autorisation pour près de 70 logements. Nous te dit que c'est des logements sociaux. Nous te dit que c'est une catastrophe. Pour qui? Parce que là, c'est une zone très instable. Et tout le monde a changé les événements de 2011, 2013, 2004 qui fait des gros glissements de terrain et puis il a évacué un certain nombre de maisons. Il y avait même en 1993 et en 2011. Oui. Et 2011, c'était en mai et après, c'était au mois d'août 2011. Et c'était vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Et nous voyons ça. Et il était dit nous, les qui vivent là, les qui lèvent là, des petits mamans, toujours ni de l'eau en bataille. Et même en bas, ces cailles-là, qu'il a, ni d'eau qu'à descendre. Et donc, ça, c'est un danger très grave. C'est montré nous. Et à l'époque, nous avons fait de grosses discussions, nous avons fait M. Diao, qui était signé permis, qui était fait venir. Et puis, on fait semblant de faire un permis modificatif. Ils ont diminué le nombre de logements, puis ils ont fait passer. Et puis, ils ont quitté ça passer.
entre-temps, madame là, qui était alertée, nous, ça fait à peine, il est décédé. C'était un grand madame déjà. Et puis, il était là passé. Et puis, je dis, jour, en 2024, il va recommencer. Et c'est en manière pour nous dire, les gens qui sont sur le terrain, les arrêtés, il faut que toujours faire attention. Il faut quitter nous endormis, il faut quitter dormir, puisqu'on va dire, ben, la régler, et puis on va continuer alors. Et c'est ça, c'est mon travail fait, parce qu'il y a un comportement de voyou. Et il faut dire aussi qu'en 2018, donc, il y avait un permis de construire et qui nécessitait quand même une étude environnementale. Parce qu'il y avait les nuisances sonores, il y avait aussi le fait que lorsqu'il y a 66 appartements, il faut en moyenne 120 places de parking. Et là où se situe le chantier, eh bien, c'est vraiment un quartier, c'est un ancien quartier déjà, c'est un vieux quartier, mais aussi il n'y a pas de passage correct pour que deux voitures puissent se croiser. Les routes sont très restreintes. Par moment, on a mesuré sur le terrain, par moment, c'est à 3,20 mètres de large. Et puis, et donc, deux voitures ne peuvent pas passer. Alors, allez voir, mettons, l'échelle des pompiers, puisque sur ce site-là, sur ce type de bâtiment, s'il y a un feu, c'est une échelle qui doit faire intervenir. Donc, l'échelle, elle fait 4 mètres de largeur, donc il faut laisser minimum au moins 5 à 6 mètres de largeur de la route. Ils ne peuvent pas non plus faire les manipulations pour tourner, pour faire demi-tour. Pas d'air de retournement. Pas d'air de retournement. Donc, même les pompiers auront du mal à intervenir. Et déjà, donc, les riverains nous disent déjà que lorsqu'il y a une intervention des pompiers, ils sont obligés de se lever le soir, déplacer leur voiture, laisser les pompiers faire leur intervention, et lorsque les pompiers sont partis, remettre leur voiture en place. Donc, il y a un sérieux problème pour garer leur propre voiture, un sérieux problème pour les déplacements. C'est engorgé, c'est des rues à un seul sens, donc il n'y a pas de sens dans ces rues-là. Et puis déjà, il y a déjà des embouteillages lorsqu'il y a je ne veux pas dire le nom, donc je vais dire Mac Bip qui est là. Donc le soir, lorsque les gens sont dans le drive, il y a déjà des embouteillages parce qu'il y a une file qui est déjà assez importante et ça crée déjà un désordre au niveau de la route. Donc imaginez 150 personnes en plus, 120 véhicules en plus, on va dire au minimum 80 véhicules en plus sur ce site-là, qu'on rajoute à la circulation, c'est vraiment un chaos. Oui. Mais nous, on comme ça, mais c'est vrai, mais déjà, pour mettre le chantier en place, on a des gros camions qui sont passés là, et on a une anti-voie étroite qui est à peine 3,20 mètres, et au plus haut, regardez, plus gros côté, on peut trouver 4 mètres. Donc, il n'y a pas une pièce place. Et puis, c'est un gros camion qui a venu. Et c'était des voies qui n'étaient pas faites pour ça. Donc, on a continué à craser. Il est étroit, tout le monde ne peut pas passer. Il n'y a pas ni air de retournement convenable. Alors, évidemment, nous avons que déjà, pas ni problème. Donc, jeudi jour, il y a un problème de sécurité véritable qui a posé pour les habitants du quartier. Et il est légitime à dire, Michel, mais qu'est-ce qu'on a fait nous hein? Ou les tuer nous alors? Et ça, c'est l'un des plus vieux quartiers de Fort-de-France qu'il a depuis longtemps, depuis un temps Césaire, parce que c'est Césaire qui t'a fait Sémouna, grâce à Césaire, quand Sémouna est venu exploiter et venu. Là, c'était terrain modestement qu'on était capable pas là, mais c'est pour vous dire que c'est un vieux quartier qui a été fait et qui c'est historiquement et qui fait pour la volonté de l'ancien maire de Fort-de-France. Nous ne pouvons pas comprendre que les nouveaux qui se disent héritiers de Césaire laisse courir comme ça. En bien, oui, c'est que je me dis, mais fait, ben, je vous ai dit que avant, ces mounins-là, Césaire, puis ces mounins qui étaient en vision sociale, en vision humaine. Est-ce que je fais ça, maman, réveiller quelque chose?
pas mettre ces gens en danger plus que ça est. Ce pas des gens qui sont riches, mais c'est des gens qui méritent de vivre. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains et c'est pour ça qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de la sécurité. Et c'est pour ça que nous intervenons dans la société. Ce n'est pas simplement pour vous respecter la loi. Puisque la loi a dit, mais la loi dit que l'eau a mené un certain nombre de monde, il faut qu'on ait des voies suffisamment larges pour permettre d'entrer et sortir. La loi a dit ça, mais même vous passez les garder la loi, mais garder la réalité. Ça qui a fait. Ça qui a fait là, c'est mon qui l'a. Donc déjà, pendant le chantier, et demain matin encore pire, puisque déjà, ils ne peuvent pas dormir, les gens qui sont malades, les pompiers arrivent, il faut que ils ne peuvent pas déplacer un incendie, il n'y a pas un incendie qui était né avant là, qui manière, c'est difficile pour intervenir. Les malades, qui manière, les pompiers interviennent, les pompiers, tout le monde les ambulances. Donc c'est les ambulances et tout ça. Donc on ne peut pas permettre ça. Et même aujourd'hui, le quotidien pour l'enlèvement des ordures, par exemple. Mais c'est tout problème. Nous avons tous les aspects problèmes. Enlèvement des ordures, et en cas de circulation de véhicules aujourd'hui, les pompiers demain, les un incendie, donc rien n'est assuré. Et donc, Michel Imet, levez corps du brin. Si vous parlez, ou ni des services qui sont là, ou ça là aussi, vous ne pouvez pas permettre ça comme ça là. Et je rappelle quand même que lorsqu'il y avait eu les glissements de terrain, donc j'ai pris quelques notes, il y avait quand même 55 habitations qui ont été évacuées. Alors ça s'est passé entre 4h et 5h du matin. Oui. Donc en pleine nuit, lorsque les gens dorment, ça ne veut pas dire, si c'était en journée, il y a des gens qui travaillent ou pas, etc., les enfants sont à l'école, mais là, les moulins qui ont dormi, au caillot. Donc entre 4h et 5h du matin, glissement de terrain, donc 55 habitations qui ont été évacuées. En tout, il y avait près de 75 familles qui ont subi, qui ont été victimes de ces glissements de terrain. Et il y a eu 18 villas qui, pendant un certain temps, n'étaient pas du tout habitables, dont 5 quasiment, on les a fait disparaître. Oui. Il y a eu un temple adventiste aussi qui a été totalement détruit et une entreprise MGEN, je crois. La MGEN que j'étais là pour les instituteurs, pour les enseignants, on a dû déplacer parce que c'est pas là. Donc c'est pour vous dire que c'est un terrain qui est super fragile, qui a fragilisé, qui a ni des glissements de terrain, qui pas. Et d'ailleurs, il a dit nous que Michel Imet et ancien maire Michel Césaire, il n'y a pas question de construire là. Ils mettaient un mur pour protéger les habitations qui sont là, mais pas pour construire. Et c'est à montrer nous ça. Mais il y avait de la végétation. Elle a été rasée complètement. Oui. Il y a eu un défrichement qui a été autorisé. Oui. Et c'était un espace boisé, classé. Et nous avons demandé nous qui maniait la direction de l'agriculture autorisée un espace boisé classé. C'est-à-dire un bagage à respecter. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre. Alors, nous commandons, nous qui manions ces gens qui venir ici pour faire respecter la loi, soi-disant, mais qui a organisé le bordel pour parler grossièrement. Et aussi, on prend l'exemple de la DIAL. La DIAL avait donné un avis défavorable. Et puis, subitement, quelques temps après, la DIAL donne un avis favorable. Nous ne pouvons pas comprendre. Voilà, donc c'est incompréhensif. Alors, on va voir une petite vidéo avec la présidente Rosalie Gachette pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a sur le terrain. On se retrouve juste après sur le plateau. Aujourd'hui, combien? 15 Le morceau de terre qui est là, ça ne marchait pas. Et il devait avoir ce morceau de terre avant de commencer les travaux. Je ne sais pas, on va voir ça. Bel bonjour tout le monde, là, pas mal, bel bonjour. Alors, bon matin, jeudi 15 avril 2024. Nous avons trouvé que nous, côté Mon Calbas, nous obligés qu'à
qui a mobilisé, hein, et nous a dit que carrément que ni un chantier qui a arrêté bon matin, hein, chantier Mon Calbas là, parce que nous avons trouvé que ces moments-là, ni trop toupé, il y a toupé, il y a bon toupé. Alors, pour rappel, Mon Calbas, tout le monde connaît glissement qui fait en 2011. En 2011, qui mettait en l'eau maman en danger. Et avant 2011, tes années danger là. Et Mon Calbas, c'est en lendemain. Là, on entrait ou obligé de tourner pour venir sortir. Donc, en cas d'incendie ou bien en cas de problème, eh ben, glissement de terrain ou bien tremblement de terre, en fait, c'est déjà en danger. Alors, qui ça y a fait? Il était accordé un permis de 66 logements. Quand il a changé en 58 logements. Et il a les construit, mais il a construit en côté qui n'est pas constructible. Ils savent ça bien. Parce que nous, la rue de l'Équerre, et en les rapports BRGM, il est parlé de rue de l'Équerre. Et tout le monde connaît cette place là, côté Yoba, il a construit. Ça dangereux, maman, là. Nous avons rappelé que Marvel a nous dit, il n'a pas fait ça. Il a fait quand même. Regardez ça qui arrivait, je dis à la population prise en otage. La presqu'île François aussi, nous avons changé que le soleil levant, nous dit, il n'a pas fait ça. Et là, nous montrons ça sur plusieurs vidéos. Si vous avez regardé, là, ni en source, là, en geyser. Et bien, là, il a soufflé. Alors, nous avons demandé quand nous, côté, il a passé. Alors, là, nous avons jeunes des fois, M. Lima et puis promoteur, il a dit comme ça que si il était fait un bagage, il était viré, crier la soupe à main. Donc, nous apprenons qu'il y a allé, ces moments-là qui en l'air, dans ces appartements, il a dit qu'il a fait mieux au bail. Et puis, c'est mon accepté ça. Mais il n'a pas jamais crié nous. Il n'a pas jamais crié nous, hein. Il a oublié que nous étions là. Et puis, je dis, là, regardez, nous avons dit comme ça, bon, il a dit qu'il a fait route, ben, comme ça, mais de l'eau qui a descendu là. Moi, je suis monté là, il y a un mamie qui a appelé, arrêtez, moi, qui a dit, moi, je suis arrivé trop tard. Moi, je dis, mais oui, mais je n'ai pas crié nous. Alors, nous avons dit ces moments-là, que les nous a passé en côté, il faut crier nous. Alors, Fanny Ouah. Alors, la Sopama a mobilisé, ses salariés pas monté. Fanny Ouah, bonjour, c'est un. D'accord? Et ça que la mairie Forte Force a fait, au lieu de ces messieurs virés déposer un permis, il a modifié et puis il a prolongé encore. Alors, ça, c'est permis modificatif là qu'il a fait en octobre 2019, nous pour côté là, madame pour côté crier nous, et nous y va en 2020. Et là, bizarrement, alors, mi permis, c'était, premier permis, c'était 68 logements, 66, ouais, 66. Et puis, permis, et puis là, il mettait prorogation. Prorogation, là, nous t'ai consulté permis de construire là en mairie. Nous allons des fois pour nous pas pièce, pas une pièce prorogation. On dit dans permis, pas une prorogation. Nous pas ni prorogation permis. Donc, il faut que vous expliquiez nous qui manière prorogation qui allait apparaître. Prorogation en date du 15/11/2022. Alors que nous allons au tribunal et puis en 2020. D'accord? Donc, il faut que vous expliquiez nous tout ça pour 58 logements. 58. Alors, nous avons expliqué ça, hein, nous avons viré là. Alors, c'est maman là qui l'a déjà sans danger. Et puis, pas ni place pour garer. Alors, nous avons rappelé que, nous avons pris un exemple. Là, par exemple, nous avons pris un exemple flagrant. Jean-Baptiste Saint-Joseph. Il a fait un lot logement là, un lot maison là. Et puis, comme pas ni assez place pour garer, c'est mon qui a garé en l'air départemental là. C'est très dangereux ça. Il y a garé en tout canal, toute qualité. Alors, ici, là, tout ça l'auto, donc disons 58 logements, qui font à peu près 120 lotos, puisque chaque maison, il y a à peu près 10 lotos par famille. Pas ni place pour garer, regardez, c'est mon qui a habité là. Ils ont mis difficulté même pour garer. En disant, pas ni suffisamment place. Ça, c'est net et clair. Et qui manière, alors, il fait un tuyau de l'eau descendre, regardez. Il a venu augmenter le volume de l'eau, qui a sorti par l'air. Et madame, tu as expliqué nous, madame, tu as expliqué nous que là, tu as montré les autres. Regardez bien, maman, là. Là, comme ça, toute l'eau qui est sortie par l'air, qui a descendu. On dit donc, on a le temps là, regardez. Il a passé là. Là, on dit donc, vieux cochonita là, petit bagay là, il a traversé Chiméa. Là, et madame Tala te ba nous un bon témoignage. Et puis il a descendu en disant un trou qu'il a, regardez, trou qu'il a.
la nuit en trou, et trou qui aller en bas quand madame là comme ça, en bas quand madame là, et puis il a descendu, il a continué à faire affaire. Donc en disant propriété moun nan, il a mettre un modèle de servitude, et madame te dit pas de ça. Alors faut que vous expliquer nous. Il t'a accepté que Kenoy et M. Césaire t'ai fait, mais là il a augmenté le volume de l'eau à madame là, l'eau pluviale, etc. Sans que madame là, il a dédommagé madame là, qui ça y dit, ça y a fait. Alors quand on est venu mettre de l'eau quand on là comme ça, mes maisons, c'est très grave ça. Et nous j'ai parlé, il dit ça, et il était pour nous pour. On va montrer les autres, regardez. Là, bien regardez. Donc nous voyons effectivement que lorsqu'ils vont rajouter 58 parkings, lorsqu'ils vont rajouter ces bâtiments, eh bien, la pluie, lorsqu'elle va se mettre à tomber, elle enverra de plus en plus d'eau sur les maisons qui se trouvent en contrebas. Et donc ils ont dit dans le dossier qu'ils vont permettre la perméabilité des parkings pour que l'eau puisse pénétrer dans la terre, mais c'est ce qui fait qu'il y a des éboulements. Donc, parce qu'il y a effectivement beaucoup de circulation d'eau souterraine, et c'est ce qui fait qu'il y a eu des éboulements à Populo, je crois, le quartier Populo, en 1993, et en 2011, en mai et en août, qu'il y a eu tous ces écoulements. Donc, d'une superficie quand même de 5 terrains de football et d'une profondeur qui va de 10 à 12 mètres de profondeur de glissement. Donc, c'est quand même énorme. Et voici à quoi on expose non seulement ces éventuels locataires, mais encore tous ces riverains qui sont là depuis un an, quoi. Donc, franchement, donc la Sopamar va voir avec les riverains tout à l'heure la mairie, voilà, pour exposer ce que nous venons de dire, pour dire les craintes, et on espère réellement que ça va se terminer. Et il faut savoir que Aimé Césaire voulait faire de ce terrain-là un parc pour les enfants. Donc une sorte de parcours santé qu'il voulait faire en fait en réalité sur ce terrain. Et il y a un chantier qui se trouve en dessous de la route de Mout qui a été fermé pendant 2 années parce qu'il y a eu un éboulement. Donc c'est juste après, il y a eu un éboulement. Et il y a eu 4 millions d'euros de dépenses pour justement retenir le sol, retenir la terre. Et puis ils sont en train de faire une passerelle maintenant pour aller en contrebas de cette route. Une passerelle, pourquoi? Apparemment, ils veulent mettre un jardin, en fait, un parcours santé à ce niveau. Donc dépenser en fait, je ne sais pas pourquoi ils veulent mettre une passerelle, peut-être qu'il va se transformer en route, peut-être en rue, qui sait, à un moment, je ne sais pas, mais et là, ils veulent faire maintenant le parcours santé au-dessous de la route qui a été réparée, voilà, pendant 2 ans. Donc, en tout cas, tout ça montre qu'il y a urgence absolue à arrêter le chantier en cours pour les 58 ou les 48 logements. C'est pas possible. Pour des raisons évidentes. Et nous croyons que le maire soit raison gardée, comme on dit en français, pour arrêter le massacre, parce que c'est la population qui est en danger. C'est non seulement encore Fanny Wakadi, c'est la population qui est en danger, qui est aggravée pour lui, mais qui est en danger aussi pour ces gens qui viennent habiter là, si jamais ils permettent de faire fête là. Il faut arrêter ça. Okay. Donc on va passer à un deuxième sujet concernant M. Pinto Hervé et la famille, les héritiers Félix Grade. Donc nous avons le procès le 23 avril. Donc la Sopamar fait partie du collectif de soutien à Hervé Pinto. Et il en va de soi parce que que ce soit le KJM, le collectif Justice Martinique dont Hervé Pinto est le président, et la Sopamar, nous avons des dossiers, donc à peu près 300 dossiers pour la Sopamar sur le thème des terres qui sont
volés, il faut dire le mot, et l'association KJM, elle a au moins 100 dossiers. Alors pendant que M. Pinto se retrouve en détention provisoire parce qu'il est en prison sans avoir eu de jugement, il faut le préciser, donc il est en prison en ce moment, et bien ces 100 dossiers-là, pour le moment, sont en stand-by. Et il y a des expulsions... En dormance, voilà. Et il y a des expulsions des Martiniquais qui risquent d'être expulsés. Et ce sont des dossiers qui sont quand même traités par Hervé Pinto. Donc, il est essentiel que Hervé Pinto puisse obtenir justice. D'ailleurs, il avait déjà obtenu justice, mais ça n'a jamais été appliqué. Donc, il a eu une décision de justice en 2007, il a eu une décision de justice aussi en 2011, mais ça n'a jamais été appliqué. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu as à dire justement par rapport aux héritiers de Monsieur Félix Gratte? Oui. Tout le monde et le fait que Pinto soit derrière les barreaux. Oui. Tout le monde connaît cette situation aujourd'hui. Monsieur Hervé Pinto, qui défend le bien, la terre de son ancêtre Félix Gratte. Et ça légitime, ça normal, d'autant plus qu'il y a des malversations qui ont été commises par des notaires véreux, qui sont connus. Certains de ces notaires ont été suspendus. Donc ça veut dire ça. Et puis ensuite, il y a eu des jugements en 2007, en 2011, qui ont démontré que les actes qui avaient été produits par ces notaires étaient nuls et non avenus. Par conséquent, ça a montré que terrain, c'est bien terrain des héritiers Gratte et que M. Hervé Poutier, qui est héritier Hervé de M. Félix Gratte, est très légitimé à défendre les intérêts de la famille. C'est un patrimoine familial, c'est un bien familial que qu'a volé, que qu'a dévoyé par des moyens frauduleux. Par conséquent, ça. Et sa place n'est pas d'être en prison. Ceux qui doivent aller en prison, ce sont ceux qui ont volé la terre. Ceux qui doivent aller en prison, ce sont ceux qui ont acheté à bon compte un terrain qu'ils savaient qu'il n'était pas à vendre. Ceux qui doivent aller en prison, ce sont les notaires et tous ceux qui ont fait des faux en écriture publique. Ah ben, voilà ce que nous disons. Et donc, par conséquent, M. Hervé Pinto n'a pas à être en prison. Mais nous avons dit là, ce n'est pas mort. Par-delà le cas d'Émile Gratte, d'Hervé Pinto et des héritiers Gratte, il y a tout un travail qu'il faut faire. Parce que comme s'il y a une association de malfaiteurs, de prédateurs qui volent les terres des Martiniquais. Et c'est pourquoi la terre, l'affaire Félix Gratte, Hervé Pinto, ce n'est pas une affaire seulement, c'est bien une affaire personnelle, mais ce n'est pas seulement une affaire personnelle et privée, c'est une affaire qui touche l'ensemble du pays martiniquais. C'est ça. Et je ne sais pas si tu avais participé, en fait, si tu avais écouté l'audience le 22 mars, lorsque Hervé Pinto avait demandé de sa libération par rapport au contrôle judiciaire. Je pense que tu étais là, tu étais présent. J'étais dehors, mais je n'étais pas à l'intérieur de la salle. Ok. Alors, oui. C'est vraiment dommage. Mais lorsqu'on rentre dans l'audience, on se rend compte quand même qu'il y a, non seulement il y a tout le réseau dont tu parles, des notaires, des géomètres et ceux qui donnent des autorisations, des permis, de magistrats, etc. Mais lorsqu'on est dans l'audience même, ça nous donne une boule de la gorge. Ça nous fait mal parce que les magistrats ont dit que le président, c'était, comment il s'appelle encore, M. Potvin. Alors, lorsque l'avocat de Maître Monotouka, de Hervé Pinto, dit qu'il manque un document qui montre qu'Hervé Pinto n'était pas dans les hameaux de la Pagerie et qu'il y avait une photo avec la géolocalisation,
Donc, le magistrat, qu'est-ce qu'il dit? Que Hervé Pinto a fait une demande pour un seul remise en liberté pour un seul dossier de contrôle judiciaire et qu'il y en avait 2. Et que c'est l'autre dossier qui a la photo sur laquelle il y aurait éventuellement cette fameuse géolocalisation. Donc Hervé Pinto aurait demandé la libération pour un dossier, mais pas pour les 2, alors que donc, Maître Monotouka défendait bec et ongle en disant qu'il y avait un seul et unique. Et donc, en fait, on voit quand même qu'il y a comme un jeu des dossiers qui se perdent. Mais ce n'est pas là seulement que les dossiers, les documents se perdent. Combien de des militants, combien de documents ou des objets mis sous scellés disparaissent le jour de l'audience. Et c'est arrivé pour Lulu, Volcan et Kevin. Donc une clé USB, un film sur une clé USB qui disparaît, qui est mis sous scellé et qui disparaît. Et c'est une vidéo qui circule partout dans le monde sur YouTube. Donc, mais eux, ils arrivent à perdre les dossiers. C'est pas la première fois non plus que tu entends que lors des audiences, on perd les mises sous scellé, on perd des documents. C'est inquiétant tout ça. C'est inquiétant. Parce que ceux qui sont chargés de juger les justiciables, de nous juger, ils déclarent avoir perdu le dossier. Mais on n'a aucun élément pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ils disent qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Et ça nous inquiète. Comment peut-on perdre dans un tribunal super protégé, avec des policiers, avec des magistrats, avec toute une série de choses? Comment on peut perdre des dossiers comme ça? Avec des contrôles qui se font à l'entrée. Avec des contrôles à tout moment. À tout moment. Avec toutes sortes de caméras. Comment peut-on perdre? Comment les documents peuvent disparaître? Il y a quelque chose qui nous inquiète. On ne sait quoi dire. C'est inquiétant, super inquiétant. Mais c'est grave. Mais on voit que les magistrats, ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour rendre la justice. Ils ne rendent pas la justice. Ils cherchent à coincer. Ils cherchent à couronner. Quand on essaie de leur dire, mais Hervé Pinto, vous l'avez mis en prison à tort. Il dit, ah oui, mais c'est pas ce dossier-là, c'est notre dossier. Donc, il ne cherche pas à exercer véritablement la justice, de respecter les droits humains, les droits de la personne humaine qui est là, mais de le coincer. C'est ça qui a gêné nous dans ça. On se dit qu'on a cherché coincer plutôt que de dire, mais il dit un bagage, à nous vérifier si c'est vrai, quels sont les éléments que nous avons. Et là, il est là pour coincer. Et ça, c'est aussi, c'est en manière, on a dit, c'est tribunal qui a agi dans la caille. Il n'y a pas qu'à rendre la justice, il n'y a pas qu'à rendre la justice, il y a fait bagaille. Il y a fait leur jeu de pouvoir. Voilà. Donc en fait, il y a une phrase qui dit « le droit n'est pas la justice ». Oui, donc eux, ils sont dans l'application du droit. De leur droit. Et lorsque le droit ne va pas dans leur sens, leur intérêt personnel ou l'intérêt de certaines personnes, voilà. Donc, il y a des documents qui disparaissent. Il y a tout ce qui est subterfuge, tout ce qui est bagaille, puis on dit, bon, le dossier a dû disparaître. C'était ça pour te dire, c'est pas ça pour te dire, c'est là où aller là, c'est pas là pour te aller. Mais toute une série de bagailles, mais qui n'est pas qu'à aller dans le sens du droit de la personne qu'il faut protéger. Et c'est ça le gros problème. Donc, il y a un problème, il n'y a pas venu ici pour faire respecter les droits humains des personnes humaines de notre société, mais il est venu pour faire affaire au profit de certains intérêts. Et je me rappelle aussi que lorsque l'avocate générale Christine Lai, je ne sais pas si c'est bien prononcé, c'est L-A-I Trima. Christine Lai, mais peu importe. Donc elle disait qu'en fait que M. Hervé Pinto, sur le contrôle judiciaire, ne devait pas se trouver, et puis elle lit le document, dans les hameaux de la Pagerie, virgule,
Clouette, virgule, Trois-Îlets. Ah, d'accord. Donc, en fait, donc, enfin, elle j'ai met de la confusion. virgule, Oui. elle donne Clouette, virgule, elle donne Trois-Îlets, virgule. Donc, voici ce que l'avocate générale. Donc, en fait, lorsqu'elle dit ça, ça veut dire tout simplement qu'il ne devait peut-être pas se trouver quasiment à Clouette, Ouais. mais qu'il ne devait pas se trouver non D'accord. plus Oh, au c'est- Trois-Îlets. oh, c'est En pas fait, ça. je sais pas, mais Ouais. elle dit la virgule, elle exprime la mais pour virgule. un vagabondage, il y a dans ça. Le cas de ça, qui manière pour lire le document, il a dit, Hervé Pinto ne devait pas se trouver les hameaux de la Pagerie, qui se trouve au quartier Clouette, sur la commune de Trois-Îlets. Et lui, il ne devait pas se trouver ni à Clouette, ni au hameau de Rabat, ni au Trois-Îlets. C'est véritablement vagabondage, le jeu en jouant avec leur virgule, leur point, alors que ce n'est pas ça. Si tu les lis réellement, il t'a dit, il ne devait pas trouver sur le hameau de la Pagerie, qui se trouve au quartier Clouette de la commune de Trois-Îlets. Voilà. Mais qu'il lit différemment, là, en détachant bien pour faire vagabondage. Voilà. Et donc, en fait, et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment participer à cette audience pour voir comment ils traitent l'affaire d'une manière inhumaine. Et en fait, c'est un piège. C'est un piège, c'est un guet-apens. Lorsqu'on est dedans, c'est vraiment... Ça nous prend et puis on ne peut même pas s'exprimer, on ne peut même pas dire ah non, on ne peut même pas dire quoi que ce soit comme mot de contestation lorsqu'on est dans l'audience. Parce que le président, il vous dit, bon, tout le monde va partir, ça sera à huis clos, quoi. Donc on nous fait des menaces. L'autre a dit ça, Fanny, je songer, papa, moi, il a dit, mais il ne faut pas jamais aller dans le bagage, ces gens-là. Là, aller d'après ou aller juger. Même si vous gagnez, même si vous gagnez, vous pouvez se déchirer. Et si vous perdez, vous pouvez se en point. Donc ça veut dire que vous passez peut faire lire. Il ne peut pas faire confiance à ces bêtes-là. Comment peux-tu demander à une population martiniquaise de faire confiance à ces choses-là? Ce jeu, cette comédie, ce drame aussi, parce que c'est un jeu, c'est une comédie pour eux, mais c'est un drame pour beaucoup de familles martiniquaises, de la famille de Gatte, mais de la famille d'autres familles martiniquaises. Mais c'est là, nous ne pouvons pas faire confiance aux institutions françaises. Et ça a inquiété moi. On va dire dans la politique, mais trop pas dans la politique, parce que ce n'est pas une émission politique. Mais les gens qui attendent monsieur président de la CTM, là, qui est ici, M. Delchimique a dit, à tout, il faut rester dans le cadre de la République française, mais nous ne pouvons pas dire ça. On a songé à notre camarade qui est en Martinique, qui a dit que leurs héros sont nos bourreaux. Et tous les jours, nous avons ça. Donc on ne peut pas rester à dans le cadre de là. Il faut sortir dans ça. Faut que si nous les épanouis comme nous, si nous les riches nous grandissons, il faut que nous sortions dans le baïda. Là, on mettre nous dans le cadre, c'est mettre nous dans le carcan. Et c'est ça, chaque fois qu'il a répété, il faut rester dans le cadre. Mais le cadre, c'est un carcan pour nous. Donc il faut que nous sortions en bas, jouk là. Faut que nous délivre. Enfin bon, c'est un autre bagage, mais c'est pour dire que c'est vagabond qui a venu ici, c'est prédateur qui a venu ici, c'est magistrat qui a venu ici, c'est pas pour reconnaître nos droits humains, c'est pour... C'est toujours l'aspect colonial, l'aspect de prédation, prendre, voilà. Ouais, c'est ça. Et pendant que tu es en train de parler, donc moi j'ai commencé, lorsque j'ai raconté ce qui se passait durant l'audience, mais j'aurais dû commencer par le commencement. Parce que donc l'audience s'ouvre, le président est debout, tout le monde se met debout, bien sûr. Il dit de s'asseoir, on s'assoit, et M. Pinto reste debout. Et qu'est-ce que M. Pinto dit? Il a dit qu'il a déjà posé une plainte contre Christine Ley qui est l'avocate générale, et qu'il craint que cette décision qui sera prise avec cette avocate contre laquelle il a déjà porté plainte se retrouve justement à cette place dans cette formation de jugement. Donc lui, il disait que Madame Christine Ley ne peut pas
être là où elle est, puisque justement il y a une plainte contre elle. Donc elle a dit que la formation est une et indivisible, voilà, et une et indivisible. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Un est indivisible ou une est indivisible, je ne sais plus. Oui. Qu'est-ce qu'on dit en fait? Non, mais là encore, c'est plus vagabondage. Alors, il y a dit, on peut être jugé par un juge unique ou bien par un juge collégial. Là, c'était collégial, il y avait trois. Il y a 3 magistrats, et par conséquent, c'est les 3. Alors, il a dit comme ça, comme c'est une organisation collégiale, c'est une organisation une et indivisible. Donc, c'est sans seule autorité, on ne peut pas diviser par petits morceaux. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a dans eux. Il faut que c'est toute bagaille là, il faut que tu fasses toute affaire là. Et c'est l'une des raisons, l'un des prétextes qu'on prend pour ne pas disqualifier Mme Talla. Parce que Mme Talla, il y a un véritable conflit d'intérêts en définitive. Bon, mais ça, je n'ai pas approfondi ça assez, mais ça, c'est un problème qui a posé. Et je pense que ce sont des problèmes qui devraient être posés en cassation. Je ne sais pas si c'est posé en cassation. Si la Cour de cassation accepte parce que des fois, la Cour de cassation a dit simplement, je n'admets pas ça. Et puis, il ne peut pas même garder ça, il a dit, ça ne vaut pas la peine, et puis il n'y a pas de bagaille. Mais je crois que c'est un jugement. Est-ce que les gens qui ont affaire et puis peut juger? Ça, c'est un bail grave. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, mais rien que ça. Et c'est dès le début de l'audience. Oui, de l'audience, mais ça, parce qu'il a demandé en rupture d'audience, en suspension, pour examiner ça. Mais je regarde ça, mais rien que ça, mais n'importe qui me regarde ça, qui m'a dit, en affaire et puis, moi, j'en ai affaire et puis, et c'est où que je juge moi. C'est ça. Et surtout que si moi j'ai des grosses affaires, pourquoi juger moi? Il n'y a pas qu'à aller. C'est être juge et parti. Oui, être juge, il a été parti, et là, il est juge. Il est juge. Donc, ça ne va pas. Normalement, elle aurait pu être disqualifiée, mais pour ne pas la disqualifier, on invente, chaque fois qu'on invente un bail, la justice est une et indivisible. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. C'est vagabondage toujours. Mais c'est là où on vagabondage. Il ne s'agit pas de rendre justice, mais de trouver tous les moyens pour condamner le Martiniquais, pour ne pas reconnaître ses droits humains, pour ne pas reconnaître même ses droits légitimes. Voilà. Donc, et Maître Monotouka a essayé de défendre, mettre des textes de loi et tout, etc., expliquer qu'effectivement que cette formation ne pouvait être faite de cette manière-là, lorsque les juges, en fait, les 3 présidents et les 3 magistrats sont retournés à l'audience, eh bien, Christine Ley était là. On impose ces magistrats. Au détriment des droits d'Hervé Pinto. Au détriment des droits d'Hervé Pinto. Donc, je vous dis, lorsqu'on est là, c'est vraiment, c'est rageant. C'est vraiment rageant. Et pour contester ce qui s'est passé là, Hervé Pinto a décidé de rester debout. Et le juge, d'une manière très autoritaire, d'une manière, je dis même pas paternelle, mais d'une manière dictatoriale, d'un ton très sévère, mais vraiment comme s'il se prenait pour un père ou, je ne sais pas, chef commandant de l'armée, impose à M. Pinto de s'asseoir. M. Pinto est resté debout. Voilà. Il est resté debout pour contester ce qui se passait, la décision qu'ils ont prise de garder, de maintenir Christine Ley parmi les magistrats. Donc, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais il y a toutes sortes de choses. Il y a de l'autoritarisme. Mais tout ça, c'est pas rendre la justice. C'est montrer que moi, c'est chef. Moi, je dois, moi, imposer ça. Qui est bon, qui n'est pas bon. Qui est juste, qui est injuste, qui n'est pas légitime, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui détient le pouvoir. Et donc, ils abusent de leur pouvoir, et ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on peut avancer dans cette société martiniquaise. Il faut changer les choses, et changer les choses radicalement, on ne peut pas attendre à rien de ces messieurs-là. Et donc, en fait, je rappelle quand même, parce que Hervé Pinto a tenu quand même à dire cela
l'histoire un peu de la terre des héritiers Félix Gratt, il a dit qu'en fait que son grand-père est né pendant la période de l'esclavage, en 1838. Donc il était esclavagisé. Il est parti en Guyane chercher de l'or. Et il est retourné en Martinique et il a acheté ses terres. Voilà. Et le représentant de la famille des héritiers Félix Gratt, Hervé Pinto, a dit qu'il se bat. Son père s'est battu. Son père, d'Hervé, c'est... Oui, c'est le père d'Hervé, c'est M. Gratt, mais j'ai oublié son prénom. Oui. Puisque Hervé est resté un bon bout de temps en France. Oui, voilà. En France. Et c'est son père qui a commencé à, quand il s'est rendu compte qu'on volait sa terre, il a commencé les procédures. Et Hervé a continué avec lui d'abord, et puis après sa mort sans lui. Voilà. Donc en fait, Hervé Pinto a dit qu'il est là pour faire respecter sa famille, respecter les droits humains de son mémoire de ce travail, de ce qui a été fait, de son grand-père, de son père. Et il a déploré effectivement que son père n'a pas pu voir justement la victoire avant son décès, et que lui, on peut le mettre 10 ans, 50 ans. Comme ils veulent, son humanité n'est pas négociable. Il l'a dit clairement. Vous pouvez faire ce que vous voulez, son humanité n'est pas négociable. Et pendant l'audience, on a appris aussi qu'il y a une fameuse médiation qui avait été créée. On a proposé de l'argent dans une première médiation à M. Hervé Pinto. M. Hervé Pinto a dit non. Une deuxième médiation, ce qu'ils appellent médiation, parce que ça ne s'appelle pas médiation, une deuxième médiation, on dit qu'il a donné un chèque en blanc, qu'il met le chiffre qu'il veut dessus. Ah bon? Il dit non. Il a dit non. Alors, Maître Monotuka a expliqué que, comme ce sont des héritiers d'Africains, ce n'est pas des Indones, mais c'est des Africains, donc ils n'ont pas le droit en réalité, en fait ce sont des affranchis, ils n'ont pas le droit à la réalité, à la propriété. Et Maître Monotuka a exprimé le fait qu'effectivement, étant donné que le statut juridique du noir, donc lorsque le colon décide de prendre, il prend. Et comme Hervé Pinto, son humanité n'est pas négociable, donc qu'est-ce qu'on a proposé à Hervé Pinto, Madame Taron, c'est de l'envoyer, s'il veut être libre, de l'envoyer en Guadeloupe. Mais tes terres qui sont là, les 4 hectares sur les hameaux de la Brasserie, c'est pas à la famille Félix Gratt, c'est à la famille, c'est aux voleurs. Voilà, donc ils imposent leur propre intérêt, leur propre loi. Et Hervé Pinto a dit qu'il n'était pas sur les hameaux de la Pagerie. Alors s'il considère que là où il était sont les hameaux de la Pagerie, ça veut dire qu'il considère que tout finalement appartient à ces voleurs. Parce que s'il considère que là où il était, c'est pas les hameaux de la Pagerie, ça veut dire qu'il considère que les 16 hectares, voilà, ne sont pas aux héritiers de la famille Félix Gratt. Voilà. Et je rappelle ce que j'ai dit au début, ils ont perdu le fameux document qui montre la géolocalisation de là où se trouvait Hervé Pinto. Qu'est-ce que tu as à dire dans cet ensemble là-dessus? Tout ça, il nous reste 2 minutes. Oui, c'est vrai que c'est difficile à expliquer tout ça, mais simplement ce que l'on veut, c'est ce qu'on retient de façon très large. C'est tous les subterfuges qui ont été inventés pour évincer Hervé Pinto de la terre de ses ancêtres de Félix Gratt. Et tout ça, c'est parce que tu l'as dit fondamentalement, on ne reconnaît pas aux Martiniquais le droit à la terre parce qu'on ne reconnaît pas en eux de véritables personnes humaines. Et c'est ça que l'avocat a démontré et c'est ce que veut. Mais nous affirmons avec force que nous sommes des humains et que nous avons des droits humains. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ce sont les droits humains qui vont triompher.
Et effectivement, hein, Dominique Monotuka a donné aussi l'historique juridique de la Martinique en disant que l'abolition de l'esclavage n'a jamais été effectuée. Voilà, parce que le décret de l'article 8, si je me rappelle bien, du décret d'abolition de l'esclavage, c'est un décret, c'est même pas une loi. Donc il faut le dire, disait qu'il fallait qu'il y avait un délai de 3 ans pour pouvoir abolir l'esclavage. Après, en 1851, ils ont donné un délai de 10 années pour vraiment abolir l'esclavage, le temps de l'installation d'abolir l'esclavage. Et en finale, ils n'ont jamais aboli l'esclavage. Donc, si on te suit, c'est-à-dire que le combat pour l'abolition de l'esclavage doit continuer. Pour les réparations. Et pour les réparations, dans le cadre des réparations. Et on nous le démontre, hein, puisque le crime est reconnu, l'esclavage est un crime contre l'humanité, il est reconnu, les colons ont été indemnisés, voilà, et puis les victimes n'ont pas droit à réparation. Voilà. Et puis bon, on va prendre le chlordécone, c'est la même chose, on reconnaît le crime, l'empoisonnement, on sait qu'ils sont les criminels, mais ils sont encore indemnisés avec des subventions, et ben, c'est qui... Les criminels ne sont pas des criminels, voilà, les bourreaux ne sont pas des bourreaux, ils sont récompensés. Voilà. Et puis il y a tout un montage juridique avec leurs outils de guerre. Avant c'était la Bible, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant c'est c'était au nom de la religion. Aujourd'hui c'est au nom du droit, de l'État, de frontières. Voilà. Avec tout un montage. Mais nous disons, et c'est pourquoi je reviens à ce que chaque fois que j'entends le président de la CTM aujourd'hui parler de rester dans le cadre de l'État français, de la République française, ça m'horripile, ça me fait peur. Ça veut dire qu'il n'a pas compris que si on veut être de véritables personnes humaines, nous avons à sortir du jeu colonial, sortir du cadre de ce carcan qui nous emprisonne. Oui, vive notre société martiniquaise. Oui, et créer une véritable société martiniquaise. Voilà. Mais merci beaucoup Pascal, on a débordé de 2 minutes. Pardon, désolé. Mais je crois qu'il y avait 2 ou 3 points, et de dire par exemple que le 28 avril 2024, nous avons rendez-vous. C'est le dernier dimanche de ce mois. Nous avons rendez-vous à Henri-Avla pour, dans le cadre de toujours la terre martiniquaise, le foncier martiniquais, mais sur le foncier réservé à l'agriculture et pour le développement agricole. L'autosuffisance alimentaire. Nous irons pour l'autosuffisance alimentaire. La terre, c'est pas économique pour faire, aussi. Oui, la terre, c'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour aussi nourrir le peuple martiniquais. Et c'est dans ce cadre-là. Donc, tous ceux qui sont... Inscrivez-vous auprès de Corinne Malsa, qui est chargée de ce dossier. Et puis, appelez-nous pour avoir plus de précision. Voilà, ok, merci Pascal. J'avais oublié, en effet. À très bientôt, puis désolé d'avoir débordé de 3 minutes. À bientôt. Les Américains ont commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.